Muriel de Saint-Sauveur, bonjour. Bonjour. Dans votre livre « Un monde au féminin serait-il meilleur ?», vous faites la corrélation entre le manque d'éducation et le fait finalement d'être battue et de l'accepter. Oui, parce qu'on voit avec le reportage que vous venez de montrer que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et qu'il faut être éduqué pour mettre des mots sur la souffrance que vous vivez. Et un certain nombre de femmes n'ont pas eu cette possibilité. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous vous culpabilisez et vous restez dans le silence. Et on voit aujourd'hui, et je l'ai vu dans toutes mes études récentes, que les filles et les femmes sont en train de prendre le pouvoir en prenant la parole et en mettant des mots sur leur souffrance. Et ça, c'est déjà un grand pas pour le dire et pour qu'ensuite la société mette des lois. Parce que c'est quand même inadmissible. Bon, alors la loi Zimmermann a quand même pas mal changé les choses depuis 6 ans. Alors, la loi Copé-Zimmermann, c'est une loi de quotas fantastique qui impose aux grandes entreprises, au-delà d'un certain seuil, on ne va pas rentrer dans les chiffres, 40% en 2017 de femmes dans des conseils d'administration. Et le quota a obligé les hommes à trouver des femmes. Parce qu'on disait à un moment donné, il n'y en a pas. C'est bizarre, tout d'un coup, elles sont sorties du bois, elles sont visibles. Donc, elles ont été nommées et on est à 39% aujourd'hui. Enfin, en janvier 2016, je ne sais pas les fiches de mars. Ce qui est un sujet quand même, c'est que ça ne suffit pas, parce que si vous n'avez pas en cascade l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que si vous n'avez que des femmes à un certain niveau et que vous n'en avez pas à tous les autres niveaux, vous n'allez pas modifier l'état d'esprit de l'entreprise et son organisation. Donc c'est un grand pas, ça ne suffit pas. Alors, ce qui ne suffit pas non plus, c'est cette différence de salaire qui perdure entre les hommes et les femmes. Alors, cette année, le combat a été un peu plus loin, puisqu'il y a eu un appel pour débrayer et arrêter le travail à 15h40, parce qu'après cette heure-là, les femmes travaillent pour rien. Il y a encore, je crois, 26% de différence de salaire. En France, alors 26% d'écart de salaire entre hommes et femmes en France. En France, et qui sont dus très souvent d'abord à un démarrage qui n'est pas négocié. Les filles ne négocient pas leur salaire. Ah, vous dites, oui, dans votre livre, qu'il faut finalement négocier dès la première embauche, sinon on ne rattrape pas l'écart salarial dans sa carrière. Mais je l'ai encore discuté il y a très peu de temps avec des jeunes femmes de Sciences Po qui cherchent leur premier job et qui n'avaient pas en tête que dès le départ, il faut le négocier. Négocier aussi les outils qu'on va vous donner, mettre à votre disposition. Ça part d'un téléphone et de tout ce qui va avec. Et les hommes ont cette habitude. Et au fil du temps... Et pourquoi ils ont cette habitude, les hommes, davantage que les femmes, finalement? Parce que je pense que dans leur éducation, et pour moi c'est une question d'éducation, depuis que nous sommes petits, les garçons sont en compétition dans la cour d'école, jouent à celui qui enverra le ballon le plus loin et à celui qui sera le plus fort. C'est pas un cliché, ça? Mais les clichés, ils ont la vie dure. Et les clichés, ils sont encore le cas. Vous entendez dans combien de familles, ouais, mais c'est des garçons, ils sont violents. Mais non, non, c'est quoi cette violence? Et les filles, elles sont deux par deux en train de partager ce qu'elles ont en commun et comment ça va. Et tout au long de l'éducation, j'ai une grande admiration pour ma copine Brigitte Grésy, qui a fait ce livre où elle montre, dans chaque étape de l'éducation et de la vie, que les différences sont énormes sur aller de l'avant et demander. Et donc, ensuite, vous dites aussi que les femmes ne doivent pas imiter les hommes. Enfin, vous reprenez Christine Lagarde qui le dit. Mais oui, parce que si on a une attitude différente, c'est ce qui, dans la mixité, rend les entreprises plus performantes. La mixité, c'est d'avoir... Oui, les chiffres sont vraiment éloquents. Peut-être 40% de femmes et 60% d'hommes, comme le montre une étude de Sodexo. Comme le dit Michel Ferrari, qui est un chercheur suisse, lorsqu'il y a 30% de femmes dans une équipe, il y a 23% de la marge brute qui augmente. Donc une meilleure rentabilité. Donc il y a une meilleure rentabilité. Et on sait aujourd'hui que la mixité, c'est une meilleure performance. Donc non seulement c'est de l'égalité parce que c'est l'égalité des droits humains, mais en plus, c'est une meilleure performance, y compris pour les pays dont la population vieillit. Donc, économiquement, ça devrait tomber sous le sens. Et vous parlez du leadership au féminin qui, finalement, est assez différent de la façon de diriger au masculin. Alors, et quelles sont les différences notoires? Je module votre absolument. Je pars du principe que les valeurs masculines et les valeurs féminines, nous pouvons les avoir tous les deux, hommes et femmes. Aujourd'hui, néanmoins, de par notre éducation, c'est nous les femmes qui les avons. Et nous avons une façon de gérer nos équipes
qui sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus en partage, beaucoup plus dans le soin apporté à chaque personne pour qu'elle se sente au mieux de ses capacités et donc de ses compétences. Donc c'est le mieux-être qui est mis en avant. Et c'est un mieux-être qui est mis en avant, alors que peut-être que l'objectif, et on doit aller vers un objectif d'un homme qui est dans un leadership plus concentré sur « tant pis, on y va, quelle que soit la façon dont on va choisir pour y aller », et plus dur, et plus hiérarchique. Et ça, c'est en train de changer aujourd'hui parce que les outils technologiques changent nos façons de travailler aussi. Et donc, et les femmes et la génération Y arrivent avec ces mêmes façons de travailler. Merci beaucoup, Muriel de Saint-Sauveur, pour cette analyse. Merci. Merci.